Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 24 de la saison 2. Bonjour à tous et à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et parfois filtrée aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 2 ans, Ella. Maman, papa, t'aimes? La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. La matrescence, Natalia Doco se l'est prise en pleine face à la naissance de son fils Santi en janvier 2018. Natalia Doco, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une merveilleuse chanteuse. Elle est originaire d'Argentine et partage sa vie avec le chanteur Flo de la Vega des Frérots de la Vega. Sa vie, avant Santi, était rythmée par ses concerts, ses tournées, ses apparitions télévisées et ses enregistrements d'albums. Et puis, Santi est arrivé. Le tourbillon l'a déboussolée et plongée dans une grande solitude, couplée avec de la culpabilité, le combo parfait. Rien de ce qu'elle avait prévu dans sa tête ne s'est déroulé comme elle l'avait imaginé. À force de tirer sur la corde, Natalia frôle le burn-out. Elle rate surtout des moments précieux des débuts de vie de son fils. Petite explication, elle part parfois en tournée 4 à 5 jours par semaine. Et puis un jour, elle dit stop. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci à Natalia pour sa sincérité. Je vous préviens, cet épisode est très touchant. Bon, je suis ravie d'accueillir Natalia chez moi. Vous avez entendu Natalia, ça veut dire que vous connaissez, elle a un bel accent argentin. Et on va beaucoup parler parce que Natalia elle a plein de choses à nous raconter sur la maternité. Elle a un petit garçon qui s'appelle Santi. Santi. Ça veut dire quelque chose en espagnol? Non, c'est comme le diminutif de Santiago, parce qu'on ne voulait pas lui mettre Santiago. On a dit on l'appellerait toujours Santi, on a mis que Santi. Bon, je suis ravie de t'avoir. Natalia, on se connaît depuis longtemps. Et on a eu un bébé à peu près en même temps, quasiment. Est-ce que tu connaissais donc ce concept, la matrescence? Est-ce que ça te parlait? Non, en fait, je ne connaissais pas du tout. Quand j'ai commencé à écouter tes podcasts, c'est trop dur ces mots, podcasts, mais ça m'a fait du bien. Je me suis reconnue dans les symptômes, on va dire, de la matrescence. Je ne savais pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit savoir. Plus on doit informer beaucoup plus les mamans qui naissent. C'est ça, t'as raison. Avec ces enfants, parce que moi, franchement, quand j'ai lu et quand j'écoutais et que j'ai commencé à m'informer par rapport à ça, c'était un soulagement quelque part. Parce que je ne savais pas que les choses qui m'arrivaient à moi étaient normales. Je ne savais pas. Je pensais que peut-être j'avais plus du mal que d'autres parce que moi, je n'ai jamais voulu être maman. Et donc, du coup, je me disais, maintenant que je me suis décidée à le faire, peut-être que ce n'est pas pour moi ou quelque chose comme ça, j'imaginais. J'ai pensé qu'il y avait un problème en moi. Pourquoi est-ce que tu dis que tu n'as jamais voulu être maman? J'ai jamais voulu être maman. Alors, qu'est-ce qui a changé? Déjà, mon compagnon, en fait, je ne serais pas capable d'être maman avec quelqu'un d'autre. Et c'était quelque chose à deux et voulu seulement parce qu'on s'aime trop. Mais sinon j'aurais pas fait ce choix. C'était pas dans mes rêves. Tu sais, il y a des filles qui rêvent toute la vie d'avoir plein de bébés ou d'être maman ou seulement d'avoir un bébé. Moi, même pas ça. Moi, je me suis jamais sentie appelée à faire ça. Et c'était
juste avant que Santi naisse, 1 an et demi avant que Santi naisse, qu'on a commencé à jouer de trop, je pense, avec la possibilité d'avoir quelqu'un d'autre. Donc, du coup, les jeux, tu sais, on jouait comme qu'il y avait un enfant, que c'était le nôtre, une fille. On imagine une fille au début. Et je pense qu'on a tellement joué à ça que finalement, je suis tombée enceinte. Et on a dit, bon, on voulait attendre 12 ans, ça va, on peut l'avoir maintenant. J'étais déjà enceinte, donc du coup, on l'a eu. C'est arrivé plus vite que tu pensais, c'est ça? Ah oui. 12 ans à l'avance. À 2 ans à l'avance, ah 12 ans à l'avance, on avait pensé, oui. Et, mais c'est vrai qu'au moment, on dit non, et moi j'avais cette pensée d'attendre, et Flo aussi, mais on parlait tout le temps vraiment de ça. Je pense qu'on rêvait vraiment de ça et que la biologie a écouté beaucoup plus mon désir qui était à l'intérieur de mon corps que mon non-désir ou mon désir d'attendre, que c'était dans mes pensées, dans la tête, quoi. Ah, finalement, tu penses que ton corps savait mieux ou Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que je devais être maman de cet enfant. Mais ça a été trop dur pour moi d'accepter plein de choses. J'ai toujours aimé énormément ma liberté. J'ai toujours aimé ma carrière. J'ai toujours aimé surtout la liberté d'être libre. J'ai kiffé ma vie avant. Et j'avais fait énormément d'efforts pour pouvoir me entourer d'une vie qui me corresponde. Donc du coup, une fois que j'ai eu ça, après j'ai eu un enfant et je ne me retrouvais pas dans cette vie-là. C'était très difficile. Je voulais pas faire... Je voulais plus chanter. J'étais triste parce que je voulais plus chanter, mais je devais être honnête avec moi. Je voulais plus chanter. Je voulais plus faire ce que je faisais. J'ai fait une tournée... Quand il avait 3 mois, j'ai commencé ma tournée. J'ai fait toute une tournée pendant toute l'année dernière. Et j'étais en souffrance à chaque fois que je partais, que c'était trop. Et quand j'étais à la maison, j'avais pas envie d'être à la maison. C'était très bizarre. C'était hyper bizarre. Et donc, du coup, avant de connaître que ça peut arriver, des choses comme ça, et que je ne suis pas la seule, j'étais soulagée, surtout, soulagée. Et ça a changé tout de suite quelque chose en toi quand Santi est né, ou ça a mis plusieurs semaines, plusieurs mois? Est-ce que tu vois le moment où tu t'es plus reconnue? Et non, en fait, ça passait trop vite. Tout est passé trop vite. Et mon accouchement a été un peu difficile. Et il est sorti avec des forceps. Vas-y. J'étais pas prête pour ça. Franchement, j'étais pas prête. J'ai trouvé ça hyper violent. Et l'allaitement n'a pas marché. Donc déjà, du début, on a mal commencé. J'ai dit ça, en fait, tout est parfait comme c'est. Mais pour moi et mon état d'esprit de l'époque, pour moi, tout a été un échec, en fait. Je voulais accoucher dans l'eau, sans péridurale. Et c'était pas possible. J'ai eu des contractions toute la grossesse. J'ai eu des risques d'accouchement prématuré, tout ça, parce que j'étais en train de présenter mon album en même temps. Et donc tout est passé tellement vite. J'avais travaillé énormément pour sortir un album. Quand l'album sort, je suis enceinte. Je ne peux pas finir, je ne peux pas le présenter. Je dois annuler des dates. C'était hyper intense. Et d'un coup, j'étais en train d'accoucher, pas comme je voulais. Et l'allaitement ne marchait pas, alors que moi, j'étais convaincue que j'allais allaiter, tout ça. Donc, ça a été trop intense et dur pour moi d'accepter. Surtout, je pense que l'erreur, c'était que je suis une très bonne élève. Donc, du coup, quand j'étais enceinte, j'ai passé des heures et des heures à m'informer et à lire sur le type de maman que je voulais être.
Et je pense que ça, c'était ça, c'était mon erreur. Et tu voulais être quoi comme maman? Et comme les mamans de cette, comment on dit, New Age, tu sais. Tu sais, qui allaitent, je sais pas, jusqu'à 18 ans. Et qui accouche naturellement, qui se connecte avec sa force du féminin, ses ancêtres. Et je sais pas, d'autres époques, la péridurale, elle est nouvelle. C'est un truc, et vraiment, l'anesthésie, c'est hyper nouveau. Et moi, je voulais connecter avec cette force qui a fait que les femmes, depuis la nuit du temps, accouchent sans ça. Mais c'était pas possible parce que j'ai eu des contractions du lundi à vendredi. Mon fils, il est né un vendredi. Et j'en pouvais plus. J'avais besoin que quelqu'un me sorte cet enfant du corps, quoi. Donc, du coup, j'étais déçue de moi. Dans tous les sens. Et est-ce que tu as réussi à ressentir tout de suite un lien avec Santi ou ça a pris ça aussi du temps? Et je sais pas, en fait. Je me rappelle le premier moment que je l'ai touché, que je l'ai eu sur moi, que comme j'ai accouché à la test, c'était respecté. Ils m'ont jamais enlevé le bébé de la chambre et c'était génial. Et au début, je pense que oui, il y a 3 jours que les hormones nous font sentir dans un nuage de bonheur. Même si tout était passé comme... Donc, j'étais à la maternité. Quand on est arrivé à la maison, déjà nous, on n'avait pas l'électricité, on habite au milieu de la forêt. Et à l'époque, on avait des panneaux solaires, je sais pas, 3 panneaux solaires, tu sais, qui marchaient jamais. Et donc, du coup, quand on est arrivé, c'était 21h, je me rappelle. Il faisait hyper froid parce que c'était en janvier et la lumière, elle marchait pas. Il n'y avait pas d'électricité. Les groupes électrogènes, ils marchaient pas non plus. C'était pas du tout comme à la maternité, que tout le monde vient te demander est-ce que ça va et tout. Donc déjà, arriver chez nous, c'était difficile pour moi. Il faisait trop froid, il était trop petit, je devais donner le sein, je sais pas, c'était difficile. Et après qu'on a résolu. Et ces problèmes, c'était là qu'a commencé la nouvelle vie. Et au début, je sais pas si je pouvais vraiment connecter avec l'idée de connecter avec l'enfant ou pas, parce que l'allaitement marchait pas et j'étais tellement désespérée. Parce qu'il y avait la sage-femme qui venait tous les jours à la maison pour contrôler son poids et il descendait de poids tout le temps, tous les jours, et il pesait moins. Et moi, j'étais désespérée pour cette situation. Elle me disait de passer au lait des boîtes et tout ça. Et moi, je voulais tout faire pour éviter parce que j'étais en contre à l'époque. Bon, peut-être que je suis en contre encore, mais j'ai pas eu d'autres solutions. Donc, du coup, je suis pas tellement en contre parce que ça a aidé à que mon fils soit costaud comme il est maintenant. Et donc, du coup, je sais pas à quel moment j'ai commencé à sentir s'il y avait un lien ou il y avait pas un lien, parce que d'abord, il y avait le sujet nourriture que c'était vital et ça m'a désespéré ça. Entre toutes les limitations que j'avais dans ma tête par rapport à ça et les limitations physiques, parce que j'avais vraiment du mal, plein de crevasses, et après que j'ai fait des champignons, en fait c'était un truc qui guérissait jamais. Et Santi, il est né avec une torticolise, donc il avait les coups un peu tordus et il n'arrivait pas à bien téter. Tu vois, il ne pouvait pas ouvrir, il avait les mâchoires bloquées, donc du coup il ne pouvait pas ouvrir, donc il prenait que le bout. Et il était tellement fatigué qu'il s'endormait tout de suite. Donc j'ai passé pendant 2 mois, j'ai passé ma vie dans un canapé. Et donc, tu as quand même réussi à l'allaiter? Moi, je l'allaitais, mais lui, il ne mangeait pas. D'accord. Et donc, toi, tu t'es fatiguée? Moi, j'étais lui tout aussi. le temps fatiguée, j'avais plein de douleurs.
Je comprenais pas les images des femmes qui allaitent. Moi, et qui sont épanouies. Ouais. Je me suis dit, c'est pas possible de sentir un plaisir en faisant ça. Lui, il était vraiment affamé, mais affamé parce qu'il mangeait pas. Donc, du coup, il prenait et d'une façon assez sauvage. Et pour moi, c'était jamais le kiff, cette histoire. Alors que j'étais déçue de moi, de ne pas réussir et tout. Jusqu'au moment je pense que c'était comme une espèce d'illumination. Et ça, je pense qu'on pourrait le compter comme une grande connexion. Parce que là, j'ai oublié tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais lu par rapport à l'allaitement, tout ce que tout le monde m'avait dit. Et j'ai vu que mon fils, il ne pouvait pas manger, en fait. Et je l'ai vu. Et donc, du coup, quand la sage-femme elle est venue, je lui ai dit, il ne peut pas manger parce qu'il ne peut pas ouvrir bien la mâchoire, en fait. Il est tout bloqué. Il ne mange pas, en fait. Et je me suis mis à faire des essais de comment boire, tu sais. Et je mettais la tête, comme lui, il avait la tête, ainsi. Et j'essayais. Et en fait, on ne peut pas manger comme ça. Et là, je pense que... Oui, là, il y a eu un moment, un déclic qui m'a fait sentir qu'en fait, au profondeur de moi, je pouvais savoir qu'est-ce que mon fils il avait, qu'est-ce qu'il avait besoin. Et ça, c'est une connexion d'abord avec moi, au profondeur. Ça me rappelle des trucs, quoi. Au profondeur, et puis après, avec lui. Et donc, du coup, je pense que là, c'était le moment où il y a tout qui a commencé à changer. Quand j'ai arrêté de me juger et j'ai commencé à accepter que cet enfant, il m'avait choisi à moi comme mère parce qu'il avait besoin de moi. Et là, j'ai commencé à être vraiment à l'écoute de lui. Et il y a tout qui a changé à partir de ce moment. Donc, je trouve que c'est très important de pouvoir informer les mamans. C'est génial de s'informer, c'est génial d'être un bon élève. C'est génial tout ça, parce qu'on le fait avec un profond sens de l'amour, de qu'on veut bien faire. Mais à la fin, il y aura personne qui va savoir qu'est-ce que c'est le mieux pour notre enfant, plus que nous. Et pour ça, il faut avoir énormément de confiance. Et à partir de là, il y a tout qui a changé, même pour moi, parce que je me suis dit, il vaut mieux que je donne un biberon avec tout l'amour que j'ai pour cet enfant que continuer à essayer de me faire du mal à moi et mon corps et mon état physique de fatigue extrême, seulement pour faire du bien. Parce qu'il y a des livres qui disent que c'est la seule façon de connecter avec son enfant. Ça, je sais que c'est pas vrai. Je le sais parce que j'ai eu les moments les plus magnifiques de connexion avec mon bébé. Il y avait un biberon au milieu de nous. Donc je pense que voilà, qu'il faut se faire confiance. Je voulais pas pleurer. En fait, tu as eu un postpartum difficile. Et quand c'est difficile, des fois, c'est le plus dur, c'est de s'écouter soi. On se fait plus confiance. Oui. C'est ça que tu as ressenti la différence, c'est à partir du moment où tu t'es sentie avec du pouvoir, finalement, sur toi, et pas dans un sens négatif du pouvoir, mais le vrai pouvoir de celui qui fait du bien. Quand je me suis rendu compte que, en fait, je voyais qu'est-ce qu'il est arrivé à mon fils. Parce qu'à partir de là, on l'a mené à l'ostéopathe. Et 2 mois après, il avait la tête parfaitement. Il était très bien. Bon, j'allaitais plus, mais il mangeait bien. Il était en pleine forme. C'était juste ces débuts qui a été très difficile parce que j'ai pensé qu'il fallait être quelqu'un d'autre, en fait.
C'est vrai que dans la maternité et le postpartum, ce qui est difficile, c'est ce changement d'identité, donc la matrescence, et l'image qu'on reçoit de la société, et ce que nous, on aimerait être, et parfois ça colle pas. Ça colle pas. Et on perd beaucoup d'énergie à vouloir ressembler à quelque chose qui n'est pas nous. Mais avec plein de choses, en fait. Moi, je trouve que Santi, il est en train de m'apprendre à être honnête avec moi et authentique. Plus que rien dans ma vie, en fait. Et parce que même avant, je me rappelle de toutes les choses que je disais avant d'être maman. Et ça me fait presque rire. Je disais que j'allais faire école à la maison. Franchement, moi, je me voyais comme la famille Ingalls, tu sais, au milieu de la forêt, avec plein d'enfants. Et non, je ne suis pas ça. Je suis quelqu'un très indépendant qui a énormément besoin de temps pour soi, mais énormément besoin. Plus que ce que j'imaginais, en fait. Donc, je pense que je ferais... Je ne veux pas dire jamais, parce que sinon, je vais tomber de nouveau dans la même erreur. Mais je pense que je ne ferais pas école à la maison, que si j'ai un autre enfant, je ne vais pas non plus essayer de rentrer dans les moules des filles qui allaitent jusqu'à 3 ans, parce que ça ne me correspond pas, parce que j'ai eu besoin très, très vite d'avoir mon corps de femme de nouveau et me sentir femme, pas maman seulement. J'avais besoin d'avoir mes seins pour moi, pour moi qui je sais pas, de guérir rapidement de l'accouchement. J'avais besoin d'être actif, j'avais besoin de sortir de la maison. Après, pour moi, ça a été une contradiction permanente, parce que quand je sortais pour faire des concerts, il me manquait trop et j'avais besoin de revenir, mais quand j'étais à la maison, j'avais besoin de partir. C'était tout en contradiction. Jusqu'au moment que je me suis dit, ma carrière, elle peut avoir une pause. Mon bébé, il sera bébé seulement une fois. Donc du coup, j'ai choisi de rester avec mon bébé et de me réinventer. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je ne veux plus chanter. Je n'ai plus envie, cette carrière ne me correspond pas. Et, en fait, pour cette carrière, il faut faire plein de choix et de choses. Le travail même t'appelle à ne pas sentir de la timidité. Et moi, je sens énormément de la timidité dans la plupart des choses que j'ai fait. Donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, il faut arrêter de se mentir. Je n'ai pas la capacité d'être Shakira. Je meurs de peur à chaque fois que je vais monter sur scène ou que je dois faire une télé ou une radio ou un truc. Donc, il faut que je trouve une façon de faire quelque chose qui me passionne et changer. Et c'est génial parce que j'ai passé toute cette année vraiment dans un vide de ne pas savoir qu'est-ce qui pouvait me faire, je sais pas, un plaisir, une passion plutôt, passion. Et je ne trouvais pas. Et dès que je me suis permis de ne pas savoir et de vraiment lâcher prise, il m'a lancé dans ce vide de je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aime. Pire encore. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aime. C'était une question, je n'étais jamais confrontée à cette question. Et là, maintenant, je commence à trouver, je me sens de nouveau inspirée. Et c'est une façon de se faire de la musique qui me plaît, sans me mettre de la pression d'être loin de mon fils ou de monter sur scène qui me fait peur et tout ça. Donc là, maintenant, pour l'instant, composer et faire du travail de studio, ça me passionne. J'adore. L'épisode revient dans quelques instants. Je vous propose de faire une petite pause musique avec une chanson interprétée par Natalia de son dernier album qui s'intitule Respira.
alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde no entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Alors je respire, et même si la tête me vuelve a atrapar, y a veces pasa. Alors je respire, que après la pluie, à nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Me trae, me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Penita, pena, ahora tú respiras. J'ai beaucoup aimé il y a quelques temps sur Instagram, tu as posté une photo de toi et surtout un texte où tu disais que... Je sais même pas si tu dis que tu es désolée, mais que tu expliques que tu partiras pas en tournée parce que ça correspond plus à qui tu es aujourd'hui, à ta vie, à ta vie familiale, à ton bébé, que c'est quelque chose qui ne va pas avec les valeurs que tu as aujourd'hui. Et je trouve qu'on entend peu ce discours. Je trouve que c'est courageux d'oser dire, bah là, tout de suite, vous avez l'impression que c'est des paillettes et que c'est magnifique, mais ça me va pas. Et tu penses que ça... Ce que tu disais là, t'aurais jamais pu le dire 3 mois après l'accouchement, quand t'es partie justement en tournée, ou tu le ressentais au fond de toi ? Je le ressentais, mais en fait, moi, je voulais pas. Moi, j'avais peur d'être une maman qui reste à la maison en tant que mère et femme. Et t'avais peur du regard de la société ou de ce que ça te ferait à toi ? Non, la société, je m'en fous. Donc t'avais peur de perdre toi ? Ouais. J'avais peur d'être comme toutes les femmes de ma famille. La société argentine est très machiste, donc il y avait vraiment une habitude que la femme à la maison avec les enfants, et c'est tout ce que tu peux vouloir comme vie, quoi. J'ai jamais voulu être ce type de femme. C'est pour ça que je suis partie très tôt. Je voulais connaître le monde. J'avais beaucoup plus d'énergie masculine dans mon sang que de la féminine. Et je pense que
oui, que j'avais peur aussi, et que c'était pour ça que je voulais pas être mère. Je voulais pas finir comme ça, en fait. Et quand j'ai eu un enfant, je me suis dit que tout de suite, j'allais reprendre le travail avec lui. Du coup, au premier concert, je l'ai amené. Et après, je me suis rendu compte que je pouvais pas. Je pouvais pas être mère et je pouvais pas faire des concerts. Je pouvais pas avoir tout en même temps. Donc, j'ai commencé à partir en tournée toute seule. Et j'ai profité que Flo, il était en arrêt. Donc, du coup, il pouvait garder le bébé et moi être tranquille dès qu'il était avec son papa quand même. Mais petit à petit, je commençais à sentir que j'étais... C'était comme si je pouvais m'observer, tu sais, comme un observateur seulement qui regarde les films. Et je me voyais à moi en train de chanter sans sentir rien du tout. Tu sais, mais rien, je sentais rien. J'étais en train de faire un truc en automatique. J'essayais tout le temps de me connecter, mais j'arrivais pas trop. Et en même temps, le plus important de ma vie était en train de passer à côté. C'était mon fils, parce que je recevais souvent, quand je partais 5 jours ou 6 jours, c'est énorme, avec un bébé petit. Et voyager autant, parce que la tournée, c'est un truc épuisant. Tu voyages toute la journée, tu dors à peine, t'es chaque nuit en face d'une adrénaline de ouf, et tu vas pas pouvoir te coucher après avant 4 heures, parce qu'il faut descendre de cette énergie qui monte très haut. Et tu pars à 7 heures du mat et tu voyages toute la journée, et comme ça pendant des jours et des jours. En fait, c'est une vie que physiquement je pouvais pas assumer, tu vois. Parce que ils te disent que 3 mois après de l'accouchement, t'es nickel, mais c'est pas vrai. 12 ans après d'un accouchement, tu retrouves ton énergie clean, la tienne, la vraie, celle que tu connais, 12 ans après. Et tu sais que même les neuroscientifiques, ils ont montré le cerveau des femmes, après un accouchement, le postpartum, le vrai, ce qu'on appelle, ça dure 2 ans. Et c'est pour ça qu'on se sent au bout de 2 ans de dire « Ah, j'ai l'impression de me retrouver ». Il y en a pour qui c'était plus long, mais 2 ans, c'est vraiment le cerveau. Il s'est changé jusqu'à 2 ans après l'accouchement. Bon, mon fils, il va faire 12 ans en janvier. Mais tu vas sentir là, maintenant, je commence à sentir... Déjà que je rentre dans mes pantalons. Déjà. Je commence à rentrer dans mes vêtements. Je me sens bien physiquement. Je me sens bien avec mon corps. Et je commence à sentir que mon énergie, elle est propre. Et qu'elle est quelque chose que je connais comme un chez moi. Non? Ça veut dire mon corps, maintenant, il commence à être de nouveau chez moi. Mais avant de ça, moi, je ne sais pas où j'étais. J'étais là, mais je n'étais pas là. J'étais avec mon fils, mais je n'étais pas avec mon fils. J'étais dans une espèce de limbo très difficile d'expliquer. Et en plus, personne ne peut le comprendre. Ou ainsi, les mamans, oui. Ouais, mais chacune a sa propre histoire, son propre brouillard. Parce que je pense qu'on a tous à un moment le brouillard, et il dure plus ou moins longtemps. Et en fonction de son bébé, est-ce que son bébé, il dort bien, il dort pas, il a des coliques, il a pas de coliques. Enfin, il y a plein de choses aussi qui font qu'on a un ressenti différent sur ça. Ouais. Donc, à un moment donné, j'étais en tournée, j'ai reçu des photos, des vidéos que Flo m'envoyait, et à chaque fois, il faisait des nouveaux trucs. Et moi, j'étais pas là. À chaque fois, il faisait des nouveaux trucs. Et moi, j'ai raté tout. Donc, du coup, il y a eu le dernier, quand j'ai décidé d'annuler. En fait, le dernier bout de la tournée, c'était 7 jours, je pense. J'avais fait 4. Il m'a manqué un jour, je sais pas où, et après aller à Paris. Bon, c'était presque 8 ou 9 jours sans le voir. Donc, quand j'arrive au 4e jour, j'ai commencé à avoir tous les jours de la migraine. J'avais hyper mal au ventre. J'étais fatiguée, je pouvais pas dormir. Et j'ai commencé à avoir des palpitations. Et j'étais pas bien. Et mon état d'esprit, c'était pas ouf, en fait.
Et je dois monter sur scène le quatrième soir. Je monte sur scène. Et juste avant de monter sur scène, j'envoie un bisou à Flo et à Santi. Et il m'envoie une vidéo en train de Santi faire un truc que j'avais jamais vu. Et là, je me mets à pleurer. Et le présentateur m'y présente. Et tout le monde commence à applaudir. En fait, je devais monter sur scène. Et moi, j'étais en train de pleurer, mais pleurer, sin consuelo. Non sais comment ça dit. Et je monte sur scène dans cet état. T'étais inconsolable, on dit. Inconsolable. J'étais inconsolable. Je monte sur scène dans cet état. Moi, quand je me rappelle de ça, je me fais la peine à moi-même. Je m'assois, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas chanter, je ne pouvais rien faire. J'étais là, comme ça, en train de pleurer. Les gens, je voyais les gens qui me regardaient. En fait, eux, ils avaient envie de pleurer parce que j'étais tellement inconsolable, vraiment. Et là, j'explique ça, en fait. Je suis là et je suis très honorée que tous vous soyez venus ici et tout. Je me sens très honorée. Mais moi, je sens que ma vie, elle passe à côté. Donc, je vais faire mon mieux. Je pense que j'ai chanté une demi-heure. Je ne pouvais pas vraiment chanter. Et je suis désolée, quoi. Je suis désolée, je viens d'être maman, ça fait pas longtemps, blablabla. Et donc, du coup, ça a été un très bon concert quand même. Même si ma prestation, elle était une des pires, c'était un très bon concert parce qu'il y avait... il y avait de l'amour dans l'air, il y avait du soutien, il y avait d'autres mamans qui comprenaient ce que j'étais en train de dire et tout ça. Il y a eu énormément de soutien. Donc, du coup, là, bon, je suis allée au médecin, il m'a dit « Tu peux pas partir comme ça, tu dois rester ». J'ai dû faire plein d'analyses. Et finalement, j'avais rien, mon cœur, il était bien, mais il fallait que j'arrête de me mettre dans des situations de stress comme ça. Et là, j'ai commencé à faire... cette recherche de pourquoi je voulais monter sur scène, si mes produits autant de malheur dans mon physiquement. Bon, là, c'était la totalité, non? Il y avait le bébé, le postpartum, bon, tout ça. T'étais arrivée au point... Oui, voilà. Mais c'était un bon moment pour voir vraiment la scène et dire « Est-ce que j'aime ça ?» Parce que ça fait des années que j'ai fait la scène. Ça fait plus de 15 ans que j'ai fait la scène. Et j'ai jamais réussi à surmonter cette peur. Donc, si en plus tu l'ajoutes le truc du bébé et du postpartum, j'allais collapser. Ouais, très jeune en plus. Ça fait un taux de cortisol, c'est l'hormone du stress dans toi, ton corps qui est néfaste, qui est impossible à gérer autant sans que ce soit destructeur en fait. Exactement. Il y en a qui réussissent, il y en a qui font... je sais pas, plusieurs scènes et après, ils ne le ressentent plus jamais. Ouais, mais nous, on est câblés tous différemment. Ouais. Ou qui arrivent même à performer bien. Moi, j'arrive presque même pas à chanter. Du coup, je me suis posé énormément de fois la question de pourquoi les gens viennent me voir. Si en fait, quand je suis en live, c'est rare le moment que j'arrive à vraiment bien chanter ou à être vraiment... performante. Ou heureuse. Ou heureuse. Ça m'est arrivé. Je ne peux pas dire non plus. Je ne peux pas dire non plus ça parce que j'ai fait énormément de concerts où j'étais heureuse, complètement connectée. Et il n'y avait pas cette partie de peur qui était en train de me parler en même temps. Et est-ce qu'après ton bébé, ça a fait ça? Tu as pu retrouver de la joie quand tu étais sur scène et être heureuse? Ou ça, c'était que avant lui? Non, j'ai pu. J'ai eu des bons concerts quand même où je me sentais bien. Mais bien. Pas bien que tu dis waouh, en fait j'ai fait ça avant tout parce que ça c'est le bonheur. Bien. Il n'y a pas eu de moments d'extase qui t'ont fait hésiter à te dire C'était difficile de sentir un état d'extase après tout ça en fait. Là je pourrais dire que je commence à être prêt pour recevoir des moments extatiques quoi. Là, maintenant. Mais avant que ça, c'était compliqué. C'était compliqué aussi parce que
parce que c'était compliqué le milieu de la musique déjà avant. Et je pense que et je suis hyper reconnaissante d'être maman, parce que ça m'a... C'est comme si cette situation m'a enlevé une voile, et qu'à partir de là, je peux voir mais clairement. Mais tout, tout. C'est bien dit, je trouve, t'as raison. Ouais, comme un truc comme ça. Avant, je voyais beaucoup avec des filtres d'illusions, des fantasies, des rêves, un regard un peu enfantin, les choses. Et j'avais une grosse tendance à vivre dans des rêves, tu sais, dans des nuages de rêves. Et une fois que j'étais maman, c'est comme que j'ai commencé à dire, bon, ça me sert pas. Ça me sert pas. Ça, oui, non, ça non plus. Et comment choisir vraiment. T'as fait un vrai tri. Oui. En conscience. Oui. Que tu pouvais pas faire avant. Ouais, que je pouvais pas faire avant. Donc la maternité, ça t'a permis d'ouvrir les yeux. Oui, d'ouvrir les yeux et de prendre des choix conscients de ce que je veux vraiment. Ce que je veux vraiment, c'est maintenant que je commence à sentir. Ce que je veux plus. Ce que je voulais plus faire. Ce que je voulais plus chez moi. Ce que je voulais plus dans la vie en général, en fait. Et c'était très bien. C'était hyper bien. Maintenant, je peux commencer de zéro avec la personne que je suis maintenant. Ouais. Et tu l'as un peu mentionné qu'avec Flo, si tu voulais un enfant, c'était parce que c'était lui. Ouais. Je sais que votre relation, ça a vraiment été un coup de foudre. C'est quelque chose de très fort. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, et notamment des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui sont enceintes. Est-ce que mon couple va changer ? Ça va se passer, l'arrivée d'un enfant ? Qu'est-ce que toi, tu peux dire aux gens sur le fait d'avoir eu un enfant pour ton couple ? Pour le couple, ça change. Ça change complètement. On ne peut pas dire différemment. Je ne voudrais pas mentir. Non, ça change énormément. Mais oui, des fois, j'ai très envie d'être dans ce type de moments complètement amoureux et tout ça. Et ça peut nous arriver. Et, mais ça change. Mais pour nous, ça a été un changement immense qui nous a fait beaucoup de bien. Par exemple, dans l'organisation. Nous, on ne connaissait pas les mots avant. On ne les connaissait pas. On était vraiment un désastre. On ratait tous les avions, on ratait tous les trains. On était nuls en organisation. Et à partir de que Santi existe, on organise tellement bien. Et c'est à travers de l'organisation qu'on peut vraiment prendre du temps pour nous. Déjà pour chacun, parce qu'on est tous les deux assez ermites, très solitaires. Et donc du coup, on a besoin beaucoup de temps pour soi-même. Et on sait qu'avec un bébé ou un petit, c'est dur. C'est dur. Parce qu'ils veulent Voire être avec impossible. nous. Ils veulent être avec nous tout le temps, partout. Ils ont raison. Hein, mais... Par contre, mon fils, il est pas un bébé qui aime qu'on le... Comment on dit, on le câline. Non. Il est indépendant aussi. Lui, il pense qu'il a... Oui. Si, c'est un truc de ouf. On dirait... Lui, à 4 mois, il pensait déjà qu'il était majeur de... qu'il était majeur de 18. Depuis le début, qu'il est... Mais par contre, il a besoin de notre regard. Il a vraiment besoin qu'on le regarde tout le temps. Si à un moment donné, on essaye de parler et que lui, il n'est pas inclus dans la conversation, mais non, il fait un scandale. C'est inadmissible. Mais oui, on a dû vraiment apprendre à s'organiser pour pouvoir avoir du temps, déjà chacun avec soi-même, et après ensemble. Et ça, on le fait souvent, et je pense que c'est important, et c'est pour ça que je t'ai dit que pour moi, ça a été très rapide, en fait, mon besoin d'être femme de nouveau. Ça a été un besoin que j'avais. Donc, enceinte, il avait 4 mois. Et Flo et moi, on s'est pris 4 jours dans un talasso, des luxe comme ça, tous les luxes. Et on a laissé Santi, et ça a été vraiment ressourçant pour moi.
Et depuis, on a cette habitude de prendre un moment pour nous et au moins on essaye une fois par mois de prendre 3 jours pour nous, en amoureux et de faire des choses pour nous. Maintenant, il va à la nounou aussi, donc on a le temps chacun pour soi et après pour partager ensemble. Et après, il y a quelque chose qui change complètement et que je trouve positif de ouf. C'est, il y a des moments en famille où tous les deux, Flo et moi, on a le regard sur Santi et qu'on trouve que ce qu'il fait, c'est magnifique et qu'il est l'enfant le plus charmé de la planète. Et là, on se regarde, nous, et c'est un regard qu'on pourrait jamais de la vie avoir avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est un regard d'union qu'on ne peut pas avoir que Flo et moi, parce qu'on est que Flo et moi, les parents de cet enfant. Et ça nous arrive souvent, et c'est un épanouissement intérieur qu'on sent. On l'a déjà parlé ensemble, et on sent ça. On sent comment on est 3 au monde, et c'est bien ça. On est seul, on aime jouer aussi l'ermite, dire que personne n'a besoin de personne, mais en fait, quand on est 3, on s'aime trop. Et c'est super beau. Et j'ai jamais senti cette sensation de famille dans la vie parce que mes parents, ils se sont séparés quand j'étais petite. Donc du coup, cette sensation de famille, franchement, je la change pour rien. C'est magnifique. Bon, j'ai une dernière question. Oui. Tu es argentine. Mm-hmm. Ça fait quoi d'avoir un enfant de l'autre côté de l'océan Atlantique? Est-ce que ça a été difficile ou finalement tu es heureuse d'avoir eu un enfant en France? Et c'est marrant que tu me demandes ça parce que je me suis jamais posé cette question. C'est vrai? Je te jure, jamais. Bah donc c'est que t'es heureuse. Jamais. Ben, oui, je peux répondre en fait parce que moi je me suis jamais sentie non plus argentine comme très argentine, déracinée. Pourtant les Argentins, je sais, ils sont hyper fiers. Ouais. Moi je sens pas de la fierté par rapport à la nationalité parce que je trouve vraiment que c'est une espèce de mensonge. La nationalité, en fait. C'est quelque chose créé par l'être humain. C'est pas une sensation de... comment on dit? D'appartenance qui me touche. Moi, je sens pas que j'appartiens à Buenos Aires. Je sens pas que j'appartiens même pas à la langue espagnole. Hein. Oui, mais tu l'enseignes à ton fils quand même. Donc ça fait partie de toi. Je le parle, oui, mais souvent je le parle en français. Et quand je le parle en français, des fois je me dis, ah non, que boluda, je dois le parler en espagnol. Et je dis, non, en fait, je le parle comme je vis dans ma vie. Je le parle en espagnol quand je veux le parler en espagnol et je le parle en français. Et même son père, il parle en espagnol. Il parle très bien en espagnol, mais il le parle en espagnol et il s'efforce pour le parler en français. Heureusement, vous vivez en France, donc ça va. Oui. Mais je pense que je le parle en espagnol, pas pour qu'il puisse se sentir argentin. Moi, je le parle en espagnol parce que je trouve que apprendre des langues, c'est hyper riche. Si je pourrais, à un moment donné, l'envoyer à une école qui parle en anglais, mais je serais contente parce qu'il va pouvoir, déjà de base, avoir 3 langues, c'est énorme, ça. Moi, j'ai toujours pensé... Moi, toute la vie, j'ai voulu voyager par le monde. Et pour moi, c'était ça, la vie. Donc, du coup, avoir un outil comme savoir parler plusieurs langues, je trouve que c'est un cadeau magnifique qu'on peut offrir. J'aurais adoré. Et c'est plus pour ça que je le parle en espagnol. Après... Ça m'embête peut-être, ça me fait un peu la peine mes parents ou mes amis, parce que j'aime pas non plus aller tous les 100 comme tous les Argentins. Je vais pas tous les 100 en Argentine, parce que le monde il est trop grand. Si je fais mon long voyage chaque année, je veux perdre la possibilité de rencontrer d'autres cultures, d'autres langues, d'autres personnes. Donc du coup, j'ai fait de temps en temps un voyage et ça me fait un peu la peine parce que les enfants, ils grandissent trop vite. Mais bon, que pour ça. Après, je pense pas non plus... On adore France et moi, j'ai un sentiment très profond d'amour sur ce pays et toutes les portes que ce pays m'a ouvertes. Mais je suis pas mariée avec. Moi, je peux vivre ailleurs aussi. Je peux vivre n'importe où.
Merci. Merci à toi. Non, avec plaisir, c'était génial. Merci. Merci. Et je mettrai une petite chanson de toi, comme ça les gens pourront écouter. Ouais, avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à Natalia d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à écouter ce podcast, La Matrescence. Je vous le rappelle, si vous aimez ce podcast, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez et à laisser un commentaire. Je les lis, les commentaires. Je peux pas y répondre, mais je les lis. N'hésitez pas non plus à me contacter sur les réseaux sociaux, à nous rejoindre, à partager votre expérience. @lamatrescence sur Instagram et La Matrescence sur Facebook. J'essaie le plus possible de répondre à vos messages, c'est pas toujours évident, mais j'essaie d'être présente. Merci à vous, à la semaine prochaine.